toucher, pas s'approcher d'eux. Donc il y avait vraiment l'idée d'exclure les gens plutôt que de les enfermer. Mais ça c'était jusqu'au XVIIe siècle. Mais au XVIIe siècle justement, d'après Michel Foucault, on s'est mis à enfermer les gens justement. Et donc c'est ce qu'il appelle le grand renfermement. Donc quand on a l'expression grand remplacement, alors qui est utilisée, je pense, par Renaud Camus ou par Alain Soral, donc des théoriciens d'extrême droite, en fait, ils ont calqué l'expression grand remplacement sur grand renfermement. Et donc, ce n'est pas une idée de Foucault, c'est l'expression, ils ont transposé l'expression. Donc, le grand renfermement, ça veut dire que pour Michel Foucault, on s'est mis à enfermer les gens au lieu de les expulser. Alors, il se peut effectivement qu'on ait mis les gens sur des bateaux pour les expulser de la ville, mais pas forcément sous la forme de nef des fous. En tout cas, c'est vrai qu'on avait plutôt tendance à, quand il y avait des gens mendiants, des gens qui n'avaient pas de travail, on avait plutôt tendance à les expulser plutôt qu'à les enfermer. Mais au XVIIe siècle, donc à l'âge classique, on se met justement à enfermer tout le monde, donc pareil, et tout le monde un peu en même temps, dans les mêmes, les orphelins, donc, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants abandonnés pendant ces siècles-là, les prostituées, les vieillards ne pouvant plus travailler, n'ayant pas de ressources, les fous, les handicapés, donc aveugles, sourds-muets, donc les personnes sourdes et muettes, on pouvait penser qu'elles étaient folles puisqu'elles ne réagissaient pas normalement. Donc on s'est mis à enfermer tout le monde dans et les délinquants également. Donc que ce soit des personnes malades ou des personnes délinquantes, on s'est mis à enfermer tout le monde. Et donc c'est ce qu'il appelle le grand enfermement. Et il prolonge cette analyse dans l'ouvrage de 75, donc Surveiller et punir, dans laquelle il étudie spécialement le système carcéral, donc le système des prisons. Donc la prison qui est faite pour surveiller les détenus et pour les punir. Mais il étudie donc la façon dont est organisé le système carcéral, mais aussi tous les autres lieux d'enfermement, tous les autres lieux collectifs où on a plusieurs personnes plus ou moins enfermées. Alors ça recouvre les prisons, mais aussi des lieux dans lesquels on est normalement plutôt volontairement, comme les couvents, mais aussi des lieux dans lesquels on n'est pas forcément volontairement, mais même si ce n'est pas des prisons normalement, c'est l'école, les internats, l'école, l'internat, l'hôpital. Donc dans tous ces lieux, on met des gens ensemble et ils sont rassemblés dans un lieu. Et surtout, Foucault insiste sur la discipline en fait, qui s'instaure à partir du XVIIe et qui va continuer jusqu'à maintenant. La discipline qui s'impose aux détenus ou aux personnes qui sont dans ces lieux-là. C'est-à-dire qu'on va imposer certaines consignes par rapport au corps. Il y a une grande importance du corps chez Michel Foucault. Donc les corps vont être justement surveillés. Et donc avec des normes, des consignes, des règles collectives. Ce qui fait que par exemple dans un internat, également dans les casernes et dans les casernes et dans les usines. Donc même les lieux de travail. Donc dans tous ces lieux, alors en fait il s'est inspiré pour réfléchir à ces lieux, il s'est inspiré de la prison mais aussi de ces autres lieux d'enfermement. Donc on contraint les corps, par exemple pour un internat, il va falloir se lever à telle heure, prendre son petit déjeuner à telle heure, étudier à telle heure, s'habiller en tant de temps, et tous les mouvements sont tous les moments sont occupés, il y a des règles qui s'appliquent tout le temps. Et par exemple, à cette époque-là, donc au XXe siècle, même encore au XIXe ou XXe siècle, pour des enfants à l'école, on va réguler toute leur posture. Alors, il y a des schémas pour la gymnastique, donc le corps qui doit faire tel et tel mouvement, mais pour la gymnastique à l'école. Mais également, il y a des schémas qui montrent comment l'enfant doit se tenir au tableau, comment il doit se tenir à son pupitre. Donc, tous les moments sont encadrés, le corps doit se soumettre à certaines consignes. Et donc, l'enfant, ou n'importe quelle personne détenue ou retenue, doit être jugé en permanence par rapport à cette norme. Donc, il y a un jugement en permanence. Et le corps est totalement contraint et la surveillance est également permanente. Donc, c'est des lieux collectifs. Par exemple, l'hôpital, à cette époque-là, même au XXe siècle encore, il y avait des salles communes avec un lit, une table de nuit, un lit, une table de nuit, un lit, une table de nuit. Donc, tous les lits étaient quasi collés. Et donc, la surveillance était permanente puisqu'on voyait tout le temps tout le monde. Sauf si quelqu'un était mourant, on pouvait tendre un drap autour de son lit pour qu'il y ait un petit peu d'intimité et pour pas que les autres malades voient l'agonie. Mais sinon, c'était
tout était public et le corps était contraint des normes. Pareil pour l'hôpital, on mange à telle heure, on doit prendre la température à telle heure, on doit prendre son traitement à telle heure. Et donc tout est collectif et donc le jugement est permanent, en particulier de la part du corps médical qui va évaluer la situation des malades, le comportement des malades, etc. Mais pareil dans le domaine scolaire et pareil dans le domaine du travail avec l'organisation du travail à la chaîne ou de l'usine en général. Donc le champ, l'objet vraiment de Foucault, c'est la prison. Et pour cela, il s'appuie sur le panoptique, ou panopticon, pour parler grec, de Jérémie Bentham. Alors, panoptique, ça vient du grec pan, qui veut dire tout, et qui veut dire, l'optique, on sait que c'est la vision, parce qu'il y a trait à la vision, ce qui a trait au fait de voir. Et donc, le panoptique, normalement, c'est un dispositif architectural qui permet de tout voir. Alors, de quoi s'agit-il? Donc Samuel et Jérémie Bentham, mais c'est surtout Jérémie, ont inventé un nouveau système de prison. Donc Jérémie Bentham était un juriste, un philosophe, un économiste anglais, donc au XVIIIe et début XIXe siècle. Donc juriste, philosophe, économiste. Et il voulait rénover le système carcéral, il voulait améliorer le système carcéral. Et pour cela, il s'est inspiré de ce qui se passait dans les ateliers. Il y avait la révolution industrielle, il y avait le début des usines. Donc il s'est inspiré de ce qui se passait dans les ateliers. Et avant la première révolution industrielle, les gens travaillaient chez eux souvent. Ils faisaient des pièces chez eux, ils apportaient ensuite le travail et on les payait pour leur travail. Mais il y avait souvent un travail familial, par exemple des agriculteurs qui faisaient ce complément pour avoir un complément d'activité et de revenus. Ou bien, ça pouvait être des gens qui ne faisaient que cette activité-là, mais souvent de façon familiale chez eux. Et ensuite, petit à petit, on s'est mis à instaurer des fabriques, des usines, en rassemblant les gens. Et petit à petit, l'architecture a permis qu'un seul contremaître surveille beaucoup d'ouvriers. Même à terme, des centaines d'ouvriers. Un seul contremaître pouvant surveiller avec des allées droites, des rangées, etc. Plusieurs centaines d'ouvriers, avec là aussi des normes qui s'imposent. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas forcément la possibilité de chronométrer. Et plus la révolution industrielle avance, plus on a des montres fiables, des systèmes pour mesurer le temps, et plus finalement le travail devient réglé, c'est-à-dire qu'on ne se fie pas au coucher du soleil, à un rythme naturel, ni au fait qu'on ait sommeil ou qu'on a des rythmes biologiques, mais on se cale sur les pendules, sur les machines qui indiquent l'heure. Et donc, Jérémie Bentham s'est inspiré de ce système industriel pour inventer sa prison. Et donc, cette prison permet de juger en permanence les prisonniers. Donc, la structure, c'est comme tu l'as dit, comme a dit Cyprien, si on regarde d'en haut, on a une tour avec les ou le gardien qui sont dans cette tour, mais qui est si, je vois. Oui. Donc la tour avec les gardiens dedans, donc il peut être assez haute, et autour, on a donc le vide, et autour, on a un anneau avec des cellules. Et les prisonniers, chaque prisonnier est dans une cellule, et les cellules ne communiquent pas entre elles. Alors on va dire comment est-ce qu'on se débrouille pour qu'ils mangent, etc. En fait, il y a une coursive, c'est-à-dire une sorte de couloir à l'air libre, mais on peut desservir chaque cellule, mais normalement, ils ne communiquent pas entre eux. On sait qu'en fait, souvent, les prisonniers tapent à la cloison, ils se débrouillent pour communiquer, mais normalement, ils ne se voient pas. Ils ne se voient pas, ils ne peuvent pas se parler. En revanche, la cellule est totalement vitrée, des deux côtés. En tout cas, il n'y a pas de cloison. Vitrée ou pas de mur, en tout cas facile, il faut quand même pas les laisser sortir. En tout cas, on peut voir à travers. Ce qui fait que les gardiens, on ne les voit pas, parce qu'ils sont dans l'ombre, ils ne sont pas éclairés, mais ils ont quand même des ouvertures pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Et les prisonniers, eux, ils sont tout le temps vus. Ce qui fait qu'ils peuvent toujours se sentir surveillés, même quand ils ne le sont pas. Parce que s'il y a un seul gardien, il n'a pas les yeux dans le dos, donc il ne peut pas voir à 360 degrés. Mais potentiellement, le prisonnier peut être vu. Donc le prisonnier se sent observé, se sent jugé, et donc il s'auto-surveille. Il s'auto-surveille, c'est-à-dire que d'après Bentham, l'avantage de ce système, c'est qu'il y a besoin de très peu de gardiens, et même de pas de gardiens du tout. Alors je vais essayer de montrer. Alors ça a été un petit peu appliqué, mais bon, pas... Voilà, donc ça c'est le dispositif, c'est un schéma, vu d'en haut ça donne ça.
Et vu de côté, ça donne ça. Donc c'est assez haut. Donc il y a plusieurs centaines de prisonniers sur plusieurs étages et dans tout l'anneau. Mais pour finir, eh bien, ils sont isolés, ils sont tout seuls. Même s'ils sont nombreux, chacun est tout seul. Alors il y a eu même plus récemment des tentatives pour fabriquer des panoptiques, des prisons panoptiques, mais ça n'a pas vraiment tellement marché. Il y en a qui restent à Cuba, qui sont encore visibles. Il y a des prisons qui sont un peu inspirées de cette structure. Oui. On parle de prison panoptique. Oui, on peut dire un panoptique. Un panoptique, c'est la prison comme ça, le dispositif panoptique, ou une prison panoptique. Ça peut être un nom, un substantif ou un adjectif. Donc, en fait, Bentham et son frère ont eu cette idée de prison, et Jérémie a essayé vraiment de le faire. Donc, il a écrit ce livre. Ils ont écrit ce livre. Et Jérémie Bentham a essayé de le faire appliquer dans les prisons anglaises. Il a essayé de convaincre le roi. Et même il s'est plus ou moins ruiné, il a utilisé sa fortune pour essayer d'en faire construire et de montrer que ça fonctionnait. Mais bon, ça n'a pas réellement marché, enfin ça n'a pas eu de succès. Oui. Et je comprends pourquoi est-ce que, avec les observations qu'il a faites, comment est-ce qu'il trouve que c'est le numéro dessus? Si justement il y a plus de contrôle des corps, etc., et pourquoi est-ce qu'il veut encore plus de... Pourquoi est-ce que Jérémie Bentham veut plus de contrôle ou Parce que vous avez dit qu'il a fait des observations. Oui, il a observé ce qui se passait dans les usines. Il a vu qu'un contremaître surveillait beaucoup d'ouvriers et il s'est dit il faut faire pareil dans les prisons. Dans les prisons, traditionnellement, il y a des cellules et les prisonniers ils sont enfermés dans la cellule et on ne voit pas ce qu'ils font. Après, de temps en temps, le gardien fait une ronde et regarde ou il leur apporte à manger, mais globalement, ils sont peut-être plusieurs dans une cellule et puis on ne peut pas les surveiller tout le temps. Et là, l'avantage, c'est que pour Jérémie Bentham, c'est totalement économique. Parce que déjà, il n'y a pas besoin de beaucoup de gardiens. Un seul gardien suffit puisque le prisonnier ne sait jamais quand il est surveillé. Et donc, il peut, par crainte de la sanction, il peut penser tout le temps qu'il est surveillé, puisqu'il ne sait pas à quel moment il est surveillé. Et il dit même qu'on peut supprimer les gardiens, puisque les prisonniers vont s'auto-surveiller. Et il suppose que ça pourrait être visité, donc des visiteurs pourraient venir dans la tour pour observer, et qu'ils pourraient remplacer finalement les gardiens. Que cette observation extérieure pourrait servir. Et donc ce serait très économique. Alors bien sûr, concrètement, si on se mettait à dire que les gardiens vont être remplacés par des gens lambda, ça pourrait faire des complicités, ça pourrait favoriser des évasions. Mais bon, je fais une dernière chose et puis je te donne la parole. Et donc il pense que c'est économique également parce que chaque prisonnier travaille dans sa cellule. Et donc on peut observer, voir s'il travaille réellement. Donc en plus c'est rentable. Parce que les prisonniers ne sont pas juste prisonniers, ils sont aussi des ouvriers, enfin des travailleurs, qui vont permettre de financer la prison. Donc pour lui, c'était vraiment la solution, puisque ça, c'est parfaitement, rationnel, parfaitement calme, il n'y a pas besoin de violence, et en même temps, c'est très économique. Donc c'est une transparence totale. Pour les surveillés, les personnes surveillées, les prisonniers, se sentent tout le temps jugés, et se sentent tout le temps vus et surveillés, alors que le pouvoir, lui, n'est jamais vu. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est là-dessus que Foucault, c'est ça qui l'intéresse, et qu'il pense que ça c'est moderne, au sens où les individus sont tout le temps vus, ils sont dans une transparence totale, alors que le pouvoir se cache. Et donc on est sans cesse jugé, mais on ne voit jamais les juges, on ne voit jamais qui nous juge. Oui. Bentham, il joue un peu sur la paranoïa des prisonniers, qui s'auto-jugent eux-mêmes. Alors oui, mais alors, paranoïa, oui, enfin, il ne rentre pas forcément dans tous les détails, mais on peut supposer que s'ils ne font pas ce qu'il faut, par exemple s'ils ne travaillent pas, ils seront sanctionnés. Et ça peut être un calcul rationnel. Si la sanction est forte, ils peuvent craindre la sanction. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent se dire, dans le doute, je ne sais pas si on surveille vraiment, mais dans le doute, je vais me comporter bien. Et donc en tout cas, ce qui est intéressant selon Bentham, c'est l'idée donc que le pouvoir est caché, alors que les individus sont tous isolés et tout le temps visibles. Tout le temps. Pour lui, en fait, ça illustre tout un mouvement qui a affecté non seulement le système carcéral et le système judiciaire, mais toute la société, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Donc, là encore une fois, il regarde en tant qu'historien, mais à grands traits, disons, pas forcément d'une façon suffisamment rigoureuse pour les historiens professionnels, mais quand même, c'est vrai, au Moyen-Âge, souvent les sanctions sont publiques. La plupart, ils sont très souvent publics. Alors, il y a des étapes qui sont pas publiques, l'Inquisition que
peut y avoir une enquête qui n'est pas publique ou des procès qui ne sont pas forcément publics, mais les sanctions sont souvent publiques. Par exemple, bien sûr, la peine capitale, la peine de mort, elle est exécutée en public. Alors, en France, jusqu'à quelle époque est-ce qu'on a eu des exécutions publiques? Alors, il y a plusieurs questions. C'est jusqu'à quelle époque il y a eu une exécution publique? Quelle a été la dernière condamnation à mort? Quelle a été la dernière exécution pas publique? Exécution publique légale ou... Légale, oui. Donc, c'est-à-dire condamnation à mort et exécution en public. Alors, je reprends mes dates parce que je les avais en tête, mais là, je ne les ai plus en tête. Donc, la dernière exécution en France, publique en France. Donc, bon, la question facile, c'est quand est-ce que la peine de mort a été abolie en France? 81. Voilà, en 81. Alors, déjà, pour aller dans l'ordre, donc, exécution publique. Je l'avais en tête, mais là, je ne l'ai plus. Alors, c'était déjà plus par pendaison, hein, c'était par comment dire, la guillotine depuis la Révolution française. Donc, voilà, c'était en 1939. La dernière exécution publique a eu lieu en 1939. C'était pour un crime de droit commun, enfin pour quelqu'un qui avait profité de l'exposition universelle pour attaquer des riches touristes et pour les voler d'ailleurs, pour ne pas gagner beaucoup d'argent, mais il en avait tué 6. Et donc il a été exécuté en place publique. Ensuite, la dernière exécution, pas publique, mais la dernière exécution. 77. Alors, je revérifie parce que je pense pas que ce soit 77. Vraiment, alors. Ah si, t'as raison, t'as tout à fait raison. C'est ça. Vous avez les informations plus vite que moi. Donc, c'est ça, en 77, il a été, lui, guillotiné dans la prison où il était incarcéré. Et la dernière condamnation à mort, qui est un petit peu différent, parce qu'il y a... Entre 77 et 80. Alors, justement, ça a été peu de temps avant l'abolition de la peine de mort. Donc, voilà. Donc, François Mitterrand a décidé, donc 4 jours après son élection, donc son élection s'est faite en mai, le 10 mai 81, et donc juste après l'abolition, le président de la République, donc François Mitterrand, a décidé d'abolir la peine de mort. Et alors, je reprends la dernière condamnation parce que j'avais tout ça, mais j'ai pas pris ma fiche sur Foucault. Donc, toujours est-il que cette abolition a permis de... Enfin, il y avait un condamné à mort qui n'a jamais été exécuté et qui, alors, du fait de cette arrivée au pouvoir de François Mitterrand, alors je ne sais pas s'il a été d'abord gracié puis pas exécuté à cause de l'abolition, je pense que c'était dans cet ordre-là, mais enfin ça me semble très rapide. En tout cas, toujours est-il que c'était un braqueur qui avait fait des morts pour des braquages, et il est maintenant libéré, il est devenu historien d'ailleurs, et il est toujours vivant. Donc il n'est plus en prison. Donc dernière condamnation. Les gardiens ne sont pas du tout visibles par les prisonniers dans le panoptique. Pardon? Les gardiens ne sont pas du tout... Voilà, les gardiens ne sont pas du tout visibles par les prisonniers. C'est Philippe Maurice. Pardon? Philippe Maurice. Voilà, c'est ça. Et il avait été condamné en quelle année? En 80. Voilà, c'est ça. Donc il a été sauvé de justesse, si on veut dire. Enfin, chronologiquement, c'était ça. Donc, le pouvoir se cache de plus en plus. Et de la même manière, les sanctions également, qui étaient publiques, deviennent de plus en plus cachées. Donc, effectivement, pour Bentham, les gardiens, ils sont à l'intérieur de la tour et ils ne sont pas aussi éclairés que les prisonniers. Les prisonniers sont vraiment entre deux cloisons transparentes, entre deux vitres, alors que les gardiens, ils ont des ouvertures pour pouvoir voir bien sûr ce qui se passe, mais ils ne sont pas éclairés, ils ne sont pas visibles, ils ne sont pas à contre-jour. Donc là, ils se découpent vraiment comme des ombres chinoises. Et la silhouette des prisonniers se découpe et on peut donc facilement voir ce qu'ils sont en train de faire. Alors donc, les sanctions au Moyen-Âge étaient... Alors, les exécutions étaient publiques et les sanctions physiques... Enfin, les sanctions étaient souvent exécutées de façon publique,
Par exemple, le pilori. Est-ce que vous savez ce qu'est le pilori? Quand on dit mettre quelqu'un au pilori, c'est qu'il n'est pas un sens au sens propre. C'est-à-dire qu'on mettait quelqu'un sur la place principale ou sur la place du marché le jour du marché et on lui mettait un carcan. Donc soit on l'attachait à un pieu et on pouvait lui jeter éventuellement des fruits pourris, et on mettait un panneau avec sa condamnation, avec ce qu'il avait fait. Soit on lui mettait un carcan, donc une pièce de bois très lourde avec 3 ouvertures, donc une pour le cou et 2 pour les mains. Et donc la personne était attachée, ne pouvait pas bouger, était mise dans une position humiliante, donc courbée, avec quelque chose de très lourd. Et là aussi, on pouvait le molester, lui lancer des choses, et on annonçait aussi sa peine. Alors bien sûr, ça permettait aussi d'identifier les gens, d'identifier un coupable à l'époque où il n'y avait pas forcément des médias aussi efficaces. Donc ça permettait de repérer quelqu'un qui avait fait une escroquerie ou autre, et après de s'en méfier. Donc le pilori. Donc au Moyen-Âge, les peines étaient publiques, l'exécution des peines était publique. Et plus ça va, plus il y a ce renfermement aussi des peines et du pouvoir. Donc petit à petit, la peine de mort est toujours pratiquée, mais dans le secret des prisons, à l'abri du regard. Et même chose pour le pouvoir se cache de plus en plus pour Foucault. Donc quel ouvrage tu dis ça dans Surveiller et punir. Alors le pouvoir se cache parce que quand on prend l'Ancien Régime, les reines par exemple devaient accoucher en public, alors, pour vérifier que l'héritier royal était bien l'héritier, qu'il n'y a pas de substitution d'enfants. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en public, presque. Alors la nuit de noces n'était pas totalement en public, mais lorsque les rois et les reines, quand il y avait un mariage royal, il fallait ensuite vérifier que le mariage était consommé pour voir qu'il allait bien y avoir des héritiers. Il y avait vraiment des gens qui écoutaient aux portes, qui vérifiaient si tout se passait correctement. Donc le roi, avec l'étiquette de Louis XIV à Versailles, pour asservir la cour, et bien toutes les fonctions, même biologiques, comme aller aux toilettes ou s'habiller, bien sûr manger, tout ça se faisait en public. Donc le pouvoir était très exposé. En revanche, les citoyens, eux, étaient pas invisibles, mais presque, ils n'étaient pas connus en fait. Ils n'étaient pas forcément bien recensés, ils étaient dans l'anonymat. Alors que le pouvoir, lui, était très visible, très exposé. Et pour Michel Foucault, il y a eu donc une inversion, c'est-à-dire qu'à notre époque, le pouvoir se cache, en particulier le vrai pouvoir, entre guillemets, le pouvoir économique. Mais il y a des gens qu'on ne voit jamais. Alors certes, on connaît le visage de certains milliardaires, mais on ne va pas les côtoyer au quotidien déjà, certainement pas. Et puis, il y a aussi des personnes puissantes qui ont un véritable pouvoir économique en particulier, qui ne se montrent pas, qui veulent rester le plus anonyme possible, ou en tout cas séparés de la foule et ne pas se montrer. Inversement, les citoyens, eux, sont sans cesse espionnés. Alors bien sûr, Foucault n'a pas connu les derniers développements puisqu'il est mort en 84, mais ça va bien dans le sens de ce qu'il dit. C'est-à-dire que pour lui, l'individu, il est transparent, il est très connu, il est exposé, et il est isolé en fait, contrairement aux apparences. Comme dans le panoptique, l'individu, la tendance du pouvoir, c'est de séparer les gens, les empêcher de communiquer entre eux, et de les observer, de les espionner. Donc bien sûr, maintenant avec la reconnaissance faciale, on sait qu'en Chine, il y a une population très nombreuse, et qu'on peut très facilement identifier les gens. Oui. Donc on peut lier un peu, même si pas vraiment à la même époque, cet ouvrage-là, avec le capitalisme de surveillance de Sochana Zuboff. Voilà, tout à fait, absolument. Donc, il faut dans ce cas-là dire que bien sûr Foucault, que c'est posthume par rapport à Foucault, que c'est postérieur à Foucault plutôt, mais qu'on peut, bien sûr, c'est dans le plongement, comme s'il a vu l'intuition déjà de ce qui allait se passer. Donc oui, il y a le capitalisme de surveillance, et avec bien sûr les traces numériques qu'on laisse, notre historique de carte bleue, notre historique de recherche sur Internet, on peut tout savoir de quelqu'un plus facilement que ses proches. Donc ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire qu'on dit que Google sait que vous êtes enceinte avant votre mère, parce que vous allez faire des recherches sur les tests de grossesse ou les crèches ou autres, et donc Google va savoir que vous êtes enceinte alors même que vos proches ne le savent pas, parce que vous ne l'avez pas annoncé. Donc vous êtes en fait isolé des autres, mais vous êtes connu et transparent pour le pouvoir. Oui. Est-ce qu'on peut donner l'exemple de la Chine dans une copie? Oui. Même si c'est très actuel. On peut dire en peu de caméras, je crois qu'il y a une caméra pour alors j'ai oublié les chiffres, mais effectivement il y a énormément de caméras, ce qui fait que la moindre personne en Chine, même si la population est très nombreuse, peut être identifiée, et en plus c'est lié à un historique de comportement. Donc justement c'est lié à un jugement social, c'est-à-dire que la moindre infraction, même mineure, le fait de ne pas traverser au feu vert, ça fait partie d'un historique, et tout est lié, c'est-à-dire que
les infractions financières ou les infractions au code de la route vont faire partie d'une sorte de capital social et on n'aura pas accès à tel ou tel avantage ou à tel ou tel pouvoir si on voit dans notre historique qu'on a fait une infraction dans tout autre domaine. Donc, en fait, on est jugé en permanence et on peut dégrader son capital social ou augmenter son capital social en fonction du fait que le pouvoir apprécie notre comportement, connaît notre comportement et l'apprécie. Oui. Donc ça participe à l'auto-jugement comme on... Alors voilà, donc, déjà on est jugé sans cesse, on est jugé sans cesse et donc il y a un auto-jugement, on se censure soi-même. Donc on va s'abstenir de telle ou telle protestation politique, par exemple pour prendre le cas de la Chine. On va s'abstenir de faire une protestation politique parce qu'on sait que ça va nous empêcher d'accéder à un poste, à tel ou tel poste. Donc si on n'entre pas au Parti communiste, on ne peut pas accéder à certains métiers, donc ça nous bloque beaucoup de métiers, donc on va s'auto-censurer pour ne pas, pour prévenir le jugement du pouvoir en fait. Donc oui, pour Foucault, le panoptique, ça préfigure en fait notre société moderne, la société actuelle, et en fait, il y a un pouvoir qui s'exerce sur nous par la connaissance, donc on est sans cesse jugé, et par également le jugement sur les corps, puisqu'il va y avoir des normes, aussi bien que ce soit pour les militaires dans les casernes, pour les malades dans les hôpitaux, pour les enfants à l'école, il y a des normes, et donc on est jugé en fonction de ces normes, et on doit se comporter comme la masse, par exemple les soldats qui doivent apprendre à marcher au pas, et pareil pour les enfants en internat ou à l'école, ils doivent être assis tous de la même manière, tous au même, ils ont chacun leur chaise et leur pupitre, ils doivent être assis d'une certaine manière. Et donc le pouvoir passe par le contrôle des corps. Et le jugement passe aussi par le jugement des corps. Alors là aussi, si on veut le moderniser, on peut dire que il y a des normes, des normes qui changent, mais quand même des canons pour la présentation des corps sur les réseaux sociaux, et qu'il y a aussi une autocensure très forte. Alors on peut échapper plus ou moins au jugement en utilisant des filtres, mais in fine, il y a toujours cet auto-jugement qui toujours l'envie de se conformer à une norme, aussi bien dans le corps, la configuration du corps, que dans les comportements. Et donc, ça se fait par une transparence de masse, une transparence on ne cache rien, on ne peut rien cacher aux traces numériques qu'on laisse et qui peuvent être exploitées, qui peuvent être utilisées, y compris d'un point de vue capitaliste. Oui. C'est un peu l'opposé de l'année de Gégès. Alors oui, c'est effectivement l'anneau de Gégès dans la République. Donc c'était dans la République de Platon. On imagine donc que ce berger trouve un anneau de façon mystérieuse, publique, et donc il s'aperçoit rapidement que quand il tourne le chaton de l'anneau, donc la pierre qui est sur l'anneau, sur la bague, quand il le tourne vers l'intérieur de la main, il devient invisible, et quand il le fait sortir normalement de la main, eh bien il redevient visible. Et donc ça c'est une sorte de test imaginaire, mais de test pour voir si on est réellement honnête. Et donc Gigès, c'était un berger qui était réputé pour son honnêteté, justement, pour sa moralité, quelqu'un qui était très apprécié par les autres. Et quand il a l'impunité, parce que l'anneau de Gigès lui donne l'impunité, et donc quand il a l'impunité, il se met à commettre tous les crimes, il va prendre la place du roi, il peut violer, tuer, et prendre la place usurper le pouvoir, juste parce qu'il a l'impunité. Effectivement, là c'est le contraire, c'est qu'au lieu d'être invisible, là on est totalement visible. Donc, pour Michel Foucault, l'ouvrage c'est La République ou juste... Oui, c'est La République, c'est pas un autre Gigès, c'est pas La République. C'est un berger. Oui, Gigès c'est un berger, absolument, c'est un berger. C'est un berger qui est très, très honnête, etc., très apprécié. Et il a trouvé un anneau comme ça, mystérieusement, il le met. Et il est avec les autres bergers en train de discuter. Il joue avec son anneau et il s'aperçoit que quand il le tourne dans un certain sens, les autres parlent de lui comme s'il n'était pas là. Et que quand il le retourne, les autres le voient à nouveau. Donc il s'aperçoit par hasard que cet anneau le rend invisible quand il le tourne. Et donc il finit par séduire la reine, tuer le roi et prendre la place du roi. Et donc en fait, s'il se comportait bien, c'était pas par
par autodiscipline, pour le coup c'était par peur de la sanction, visiblement, par peur du regard d'autrui peut-être. Et donc quand il a l'impunité, quand il peut commettre ses forfaits anonymement, sans qu'on le sache, eh bien il est, il devient malhonnête en fait. Alors je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas c'est un exemple proposé par Platon. Donc, par rapport à surveiller et punir, est-ce qu'il y a des éléments que j'ai oubliés? Oui, donc ça s'appuie sur la science. Cette tentative pour contrôler les corps et contrôler les individus s'appuie sur la science. Et donc il y a des jugements qui proviennent du discours scientifique. Donc, aussi bien pour les malades que pour les enfants à l'école, par exemple, eh bien, il y a un discours scientifique sur le comportement qu'on doit adopter. Et donc, il y a un jugement permanent qui passe par aussi beaucoup d'administratifs, par beaucoup de documents administratifs, c'est-à-dire qu'on va décrire et on va mesurer, calculer, par exemple, les données biologiques. Donc, on se sent sans cesse encadré par ces jugements. Alors, une citation de Foucault: pendant longtemps, l'individualité quelconque, c'est-à-dire celle de tout le monde, est demeurée au-dessous du seuil de description. C'est-à-dire que personne ne s'intéressait à vous décrire et même peut-être à vous juger. C'est-à-dire être regardé, observé, raconté dans le détail, suivi au jour le jour par une écriture ininterrompue était un privilège. C'est-à-dire qu'on ne savait pas, on connaissait à peine la vie des gens anonymes, enfin des gens lambda. La chronique d'un homme, le récit de sa vie, son historiographie racontée au fil de son existence, faisait partie des rituels de sa puissance. Donc on voit par exemple, on va décrire s'il a chassé, s'il est allé aux toilettes, tout ce qu'il a fait, enfin, toutes les fêtes auxquelles il a participé, etc. Or, les procédés disciplinaires, donc c'est la discipline qui est importante, retournent le rapport, abaissent le seuil de l'individualité descriptive, donc abaissent le seuil à partir duquel on va décrire un individu, et font de cette description un moyen de contrôle et une méthode de domination. Donc en fait, la surveillance permet de contrôler et de dominer. Et il ajoute, l'enfant, donc c'est toujours dans surveiller et punir, l'enfant, le malade, le fou, le condamné, deviendront de plus en plus facilement, à partir du XVIIe siècle, et selon une pente qui est celle des mécanismes de discipline, l'objet de descriptions individuelles et de récits biographiques. Cette mise en écriture des existences réelles n'est plus une procédure d'héroïsation. Ça veut dire qu'avant, quand on décrivait ce que faisait le roi, c'était pour l'héroïser, donc pour montrer quel fait d'armes il avait accompli. Alors on ne va pas dire pour aller aux toilettes, pas forcément, mais il était tellement sacré que la moindre chose, par exemple le fait de boire à table, tout le monde allait applaudir et dire le roi boit, parce qu'on sacralisait tous ces actes. Le fait de danser pour Louis XIV, tout était sacralisé, même le fait de s'habiller, tous ces actes de la vie quotidienne, parce qu'il était héroïsé, on l'idéalisait. Et donc cette mise en écriture maintenant fonctionne comme procédure d'objectivation et d'assujettissement. Donc ça va permettre de dominer les personnes qu'on décrit. Voilà donc les analyses de Foucault. Alors, est-ce que j'oublie quelque chose sur les institutions disciplinaires? Donc, il regarde des groupes d'individus qui sont tous regardés avec méfiance. Et il pense qu'il y a une grande ressemblance dans la façon de traiter ces divers groupes d'individus, qui sont donc les fous, on l'a dit, mais aussi les étrangers, certains groupes d'étrangers du moins, les soldats, les condamnés, les enfants. Les enfants aussi sont l'objet d'une méfiance, en fait. Il n'y a pas du tout l'attendrissement qu'on va avoir plutôt au XVIIIe sur les enfants. Les enfants sont nombreux, ils meurent beaucoup, et il y a plutôt une méfiance à leur égard que de l'attendrissement et de l'affection. Ce qu'ils ont en commun, tous ces individus, y compris les soldats, c'est d'être regardés avec méfiance et d'être exclus. Alors, d'être exclus, mais exclus à partir du XVIIe sous la forme d'un enfermement, dans des structures fermées, spécialisées. Donc, par exemple, les enfants enfermés dans des internats, ils ne sont pas dans leur famille à cette époque. Oui. C'est ça qu'il appelle les anormaux Oui, effectivement, les anormaux, ça recouvre beaucoup de gens qui sont pas dans la norme, effectivement, tout à fait. Et donc, donc les couvents également sont des lieux d'enfermement, même si théoriquement c'est volontaire. Alors il y a parfois des exceptions des gens qui ont été mis au couvent contre leur entrée. Mais globalement, il y a des institutions et l'institution va juger en permanence les individus et les dominer, en fait.
gros, les fous sont des anormaux, ça c'est sûr, mais les personnes atteintes de surdité, par exemple, également. Et oui, j'ai pas marqué là, le sous-titre de Surveiller et punir, le sous-titre c'est Naissance de la prison. Naissance de la prison, l'apparition de la prison. Alors bien sûr, au Moyen-Âge, il y avait aussi quelques cachots, mais disons que c'était un peu plus à la bonne, enfin pas la bonne franquette, c'est pas un bon terme, mais si notre famille nous apportait pas à manger, on n'avait pas à manger, chacun avait une cellule différente, alors que la naissance de la prison, c'est qu'après ça devient vraiment une institution très normée, vraiment presque industrielle, et où le jugement est permanent. C'est pas on met quelqu'un dans un cachot, on s'en occupe plus trop, c'est qu'on surveille, on domine tout le temps. Voilà. Et je pense que dit l'essentiel. Et voilà. En tout cas, il y a un complexe comment dire, scientifico-judiciaire. Oui. Est-ce qu'il y a une œuvre ou un film, enfin une œuvre littéraire ou un film qui peut illustrer sur le punir? Alors, sûrement, oui, mais alors là, je n'ai pas en tête. Alors, il a réfléchi sur des cas particuliers, en particulier le dernière personne écartelée pour lèse-majesté, donc qui avait tenté d'assassiner Louis XV. Donc il prend des cas particuliers qui sont, et après c'est presque romancé, alors pas pour Robert François Damien qui avait été écartelé sur la place publique, mais d'autres personnes qui ont en particulier tué leurs parents. Mais bon, c'est pas vraiment littéraire, c'est une espèce de héros. Il prend un cas particulier, un fait divers ancien, et il essaie de décrire. Et oui, dernière chose que je voulais ajouter, c'est la physiognomonie. C'est quand même important. La physiognomonie, c'était au XIXe siècle, et même au début du XXe siècle, une discipline qui consistait à classer les gens, les juger d'après leur corps et leur visage. Donc ça a été inventé, alors c'est à la fois la charnière du médical et du judiciaire, donc physiognomonie, c'est-à-dire c'est l'idée qu'en regardant le corps de quelqu'un et surtout son visage, on peut savoir s'il est prédisposé à être criminel, délinquant, intelligent, bête, etc. Donc c'était à l'époque, au 19e, on commençait à tout mesurer, tout rationaliser, et donc on se met à mesurer, alors c'est là où on a commencé à prendre les empreintes digitales pour identifier les gens, mais on s'est mis également à mesurer, parce qu'il y a des choses, si on veut reconnaître quelqu'un, on peut mesurer l'écart entre ses deux yeux, parce que ça c'est impossible. Même si quelqu'un se grime, se teint les cheveux, etc., l'écart entre les deux yeux, on ne peut pas le modifier. Mais d'autres éléments, la taille des oreilles, la taille du front, donc là on va dire l'implantation des cheveux, ça peut évoluer. Mais en tout cas, la physiognomonie consistait à regarder la taille du nez, la forme du nez, la forme des oreilles, la forme du front, etc., et à juger les gens d'après leur physique. Et avec l'idée que quelqu'un qui a un front bas et incliné va être, un front, peu de centimètres de front et un front incliné, ça s'écrit là. Avec le soleil, je vois pas en fait. Même là, en fait, je vois pas, c'est pas le poil de la clé, c'est juste la luminosité. Là, je vois. Quand je suis ici, je vois. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Et donc, on avait l'idée que, c'était établi dans un contexte judiciaire pour identifier les criminels, pour les reconnaître, mais on s'est mis à penser qu'on pouvait prédire si quelqu'un allait être criminel ou non, avait des tendances criminelles, s'il avait un visage qui semblait un visage assez fruste, assez grossier, donc en fonction de la taille des yeux, de la taille de la bouche, de la taille du nez, de la forme de tous ces éléments-là, on a pensé qu'on pouvait juger, alors c'est presque comme dans certains films de science-fiction comme Minority Report, l'idée qu'on va juger le criminel avant même qu'il ait commis son crime. Donc c'est une sorte de dystopie. On va accuser quelqu'un et on va le juger du simple fait de son apparence. Alors, déjà dès l'Antiquité, il y avait déjà cette idée qu'on pouvait juger quelqu'un d'après son apparence. Et peut-être que ça s'appuyait sur certains éléments médicaux, parce que de fait, certaines maladies, en tout cas génétiques, certains comme la trisomie, vont être accompagnées d'un certain visage, d'un certain type de visage. Donc peut-être que les hommes dans l'Antiquité avaient constaté un lien entre le quotient intellectuel, entre les aptitudes intellectuelles et certaines formes de visage qui correspondent en réalité à un handicap. Mais en tout cas, au 19e, on s'est vraiment mis à tout mesurer, à tout photographier, de façon à essayer de prédire qui était prédisposé à être un grand savant, qui était prédisposé à être un criminel, etc. Donc bien sûr, ce n'est pas scientifique en fait, ce n'est pas scientifique, et on a des cas de grands scientifiques justement comme Stephen Hawking, avec un physique qui est atteint de maladies
génétique très grave et avec un physique très, très, très atteint, et qui pourtant ont des capacités intellectuelles très grandes. Enfin, voilà, il n'y a pas de toute façon, ce n'est pas scientifique, mais on a essayé d'établir une corrélation entre l'aspect et les tendances, et donc c'est une façon de juger les gens sur les apparences qui permet de les classifier et presque de les condamner avant même qu'ils aient commis des délits. Voilà. Alors, on ne les a pas forcément condamnés, mais on se méfiait et on allait les accuser plus facilement et les condamner plus facilement. Oui. Donc ça c'était avant Alors, c'est le 19e siècle, le début du 20e siècle, la physiognomonie. Et donc quand il fait le livre, il dit que ça s'augmente ou ça... Pardon? Il dit que ça croît la physiognomonie. Alors, la physiognomonie a été reconnue comme n'étant pas scientifique, mais disons que ça fait partie de tout cet effort pseudo-scientifique pour classifier, pour mesurer les corps et pour essayer de connaître les gens d'après des critères scientifiques à la fois. Il y a un mélange, un complexe scientifique et judiciaire qui essaye de catégoriser les gens, de les surveiller, de les punir et de les juger. Oui. Il y a un ouvrage qui en parle en particulier ou... De la physiognomonie, il y a un auteur, alors attends, je reprenne. Et donc on s'est mis à photographier beaucoup les gens, avec des schémas, des dessins et des alors, donc l'ouvrage principal, voilà, celui qui a surtout pas fondé la physiognomonie, mais qui a vraiment procuré l'essor de cette discipline, c'est un criminologue qui s'appelle donc Lombroso, Cesare Lombroso, qui l'a rendu célèbre, qui l'a développé, etc. Et son ouvrage s'appelle L'homme criminel. Alors, L'homme criminel, ça a été publié en 1887. Donc, Cesare Lombroso, comme ça se prononce, et en 1887. Il y a un sous-titre qui est études anthropologiques et psychiatriques. Études anthropologiques et psychiatriques. Donc c'était un Italien. Alors non, mais justement c'était un médecin italien qui était spécialiste de médecine légale, c'est-à-dire de médecine judiciaire. Donc, ça a été critiqué. Oui, ça a été critiqué, oui, totalement. Et donc, en fait, il avait la théorie du criminel né. Il y avait des gens qui étaient nés criminels, voilà, à partir d'études du crâne. Il étudie le crâne et pour lui, il y a des bosses sur le crâne. Et c'est pour ça qu'on dit la bosse des maths. On ne dit plus trop ça maintenant, mais quelquefois on dit il a la bosse des maths pour dire il est bon en maths, il est doué en maths. Et donc, parce que si vous tâtez votre crâne, il y a des bosses ou des creux. Et donc, il pensait que dans ces creux, dans ces bosses, il y avait des prédispositions. Si on est bon en maths, si on va être bon en maths, on a une bosse, c'est un endroit où on a plus de cerveau pour faire des maths, etc. Et donc, pour lui, la forme du crâne illustre le caractère. Donc, si on a un crâne allongé avec un haut front, ou si on a un crâne aplati, ou enfin, en fonction. Et bien sûr, si on ressemble, plus on a un museau fuyant, comme un animal, plus on a, un museau, c'est pas le terme, mais en fait, alors il va comparer la forme du crâne humain avec certains animaux en pensant qu'il y a bien sûr c'est une théorie raciste qui hiérarchise les différentes races, bien sûr sans aucun fondement scientifique parce qu'il distingue une race du Nord et une race du Sud. Alors on sait qu'en Italie, on sait qu'il y a des fortes différences entre la culture de l'Italie du Nord et la culture de l'Italie du Sud, et aussi entre les types physiques qu'on retrouve plus fréquemment en Italie du Sud, avec des gens avec des cheveux plus noirs, des plus petits, et en Italie du Nord, des personnes qui ont les cheveux plus clairs, les yeux plus clairs, plus grands, etc. Mais c'est dû aussi à l'alimentation, au fait que, pas la couleur des yeux, mais l'Italie du Sud est pauvre, c'est une terre qui est sèche, et donc l'Italie du Nord est mieux irriguée, il y a plus d'eau, il y a plus d'agriculture, donc c'est plus riche, donc c'est plus facile de grandir comme ça si on est nourri en Italie du Nord. Enfin bref, c'était pas scientifique, mais ça a eu du succès, et bien sûr ça a été, c'est une théorie raciste qui classifie les jaunes, les noirs, etc. Et donc surtout avec l'idée qu'on peut juger quelqu'un criminel alors même qu'il n'a pas commis de crime. C'est quand même assez, c'est quand même fort. Donc cela étant, je ne vais pas vous retarder. Oui, on a commencé tard. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit?
tout cas c'était fin 19e, début 20e, puisqu'il est mort au début du 20e en 1909. Et ces idées ont été complètement combattues. Et donc, complètement, enfin, il a été prouvé que c'était faux. Mais alors pour lui, la violence était un indicateur donc, de la barbarie, et la barbarie était un indicateur de la dégénérescence de la race. Donc il avait toute une idée de dégénérescence, une idée hygiéniste, l'idée que les races peuvent dégénérer, et pour lui il y a des races dégénérées qui sont plus facilement criminelles, qui sont plus facilement violentes. Bon, donc c'est bien sûr très matérialiste et très essentialiste. On va essentialiser, et cette personne ne peut être qu'un criminel du moment qu'elle a un crâne de telle forme, de telle taille. Donc c'est assez, bien sûr, ça peut être très très, dangereux, puisqu'on va plus facilement condamner quelqu'un en fonction de son apparence physique. On va avoir un préjugé défavorable vis-à-vis d'une personne qui a une certaine apparence physique.